Good morning and welcome to the press conference on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure. The rapporteur, Madame Le Grip, is here, and I will give the floor straight back to her for her statement. Thank you very much. Bonjour, nous avons aujourd'hui cette rencontre à l'occasion de cette conférence de presse pour faire le point sur nos travaux parlementaires et présenter les grandes lignes du projet de directive sur lequel j'ai travaillé pendant plus de 18 mois maintenant en ma qualité de rapporteur du Parlement européen au sein de la Commission des affaires juridiques sur le projet de directive relative au secret d'affaires, entre guillemets, la protection des savoir-faire professionnels, know-how, business information et autres informations commerciales non divulguées. Un projet de directive en ce sens a en effet, comme vous le savez, été présenté par la Commission européenne en novembre 2013. Le Parlement a commencé à y travailler à l'automne, début de l'automne 2014, dans 3 commissions parlementaires, pas moins de 3 commissions parlementaires, la Commission des affaires juridiques, à laquelle j'ai la chance d'appartenir, saisie au fond, et 2 commissions parlementaires saisies pour avis, la commission du marché intérieur et la commission industrie-recherche se sont penchées sur cette importante proposition législative qui vise à offrir aux entreprises européennes un socle juridique commun en matière de protection de leurs secrets d'affaires, en matière de protection de leur savoir-faire professionnel, business information, know-how, et offrir des mesures le plus harmonisées possible pour, dans le cas où des entreprises s'exprimeraient victimes, léser, voler, piller, leur permettre d'aller en justice pour tenter d'obtenir réparation. L'objet de cette directive est donc, dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur européen, offrir un socle juridique commun, une base juridique européenne commune, des règles communes harmonisées à l'échelle du marché intérieur, à l'échelle des 28 États membres, pour avoir une acception commune de ce qu'est un secret d'affaires, la nécessité de le protéger contre les appropriations, les utilisations, les divulgations illicites et une acception commune aussi des mesures à la disposition des entreprises pour se défendre et protéger leur secret d'affaires, entre guillemets, de tout comportement illégal qui viserait à les mettre en difficulté, à porter atteinte à leurs intérêts commerciaux, leurs intérêts économiques. Bien évidemment, en travaillant sur ce texte qui vise donc à protéger l'innovation, la recherche, à protéger le patrimoine immatériel des entreprises européennes dont fait partie intégrante leur secret d'affaires, nous avons été amenés à nous pencher sur un certain nombre d'enjeux qui venaient bien sûr tout naturellement être partie prenante dans la thématique globale de protection des savoir-faire professionnels, know-how, business information des entreprises, les enjeux de garantie des libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté d'information, liberté de la presse et les enjeux de mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. Ce sont donc ces 2 grands enjeux. Un, encore une fois, garantie des libertés fondamentales, garantie à l'information, à l'expression, à l'information du public et garantie à la mobilité professionnelle à l'intérieur de l'Union européenne sur lesquels le Parlement européen a considérablement travaillé, retravaillé, réécrit, modifié, je dirais, en profondeur le projet de directive initial de la Commission européenne à travers un long processus qui a donc, comme je disais en préalable, associé 3 commissions parlementaires dont je rappelle qu'aucune n'a remis en cause la nécessité même d'avoir un objet législatif européen, une directive européenne, un socle juridique commun en matière et de définition et de protection des secrets d'affaires. Aucune partie prenante au débat, aucune des 3 commissions parlementaires saisies n'a remis en cause la pertinence
pertinence de cette démarche, qui est en, je dirais, parfaite concordance avec les conventions internationales qui existent depuis pas mal d'années, un accord international qui est adossé à l'accord de Marrakech qui a créé l'Organisation mondiale du commerce, un accord dit TRIPS en anglais, ATPIC en français, concernant les aspects des droits de la propriété intellectuelle en matière de commerce, définit ce qu'est le secret d'affaires, business information, know-how, et prévoit un certain nombre de dispositions pour le protéger, et tous les États membres de l'Union européenne ont signé, ratifié et peu ou prou appliquent, vaille que vaille, et pas forcément toujours très bien, cet accord international. Pas forcément toujours très bien, et surtout de manière terriblement disparate et différente. Le constat dont nous sommes partis les uns et les autres, c'est qu'il y a à l'heure actuelle, à l'heure du marché intérieur unifié, en tout cas que nous ne cessons de souhaiter de plus en plus unifier, et débarrasser de barrières, d'obstacles, une véritable fragmentation juridique des législations nationales très disparates, très différentes, de qualité très inégale à tous égards, qui définissent plus ou moins bien et protègent de manière plus ou moins sévère, plus ou moins incomplète, plus ou moins satisfaisante, le secret d'affaires. Et donc cette disparité, cette hétérogénéité, cette fragmentation juridique est préjudiciable, bien sûr, dans le cadre du vœu d'avoir un marché intérieur unifié qui fonctionne mieux à la vie économique des entreprises, dans leurs échanges entre entreprises, dans leurs échanges transfrontaliers, dans leurs échanges avec sous-traitants ou fournisseurs qui sont dans un autre État membre que celui dans lequel elles sont impliquées, dans leurs échanges avec des laboratoires de recherche, des laboratoires universitaires. Elles ne bénéficient pas d'un environnement juridique unifié, stable et juridiquement sûr. Et c'est là l'objet de la directive. L'objet de la directive est également, bien sûr, tant qu'à faire de légiférer sur le plan européen, de considérablement augmenter, rehausser les standards de protection des libertés fondamentales auxquels je faisais allusion tout à l'heure, s'agissant donc de l'expression, du droit d'expression, de la liberté d'expression, d'information, la liberté de la presse et la protection des missions de lanceurs d'alerte. Tant qu'à faire de proposer une législation européenne, nous avons souhaité qu'elle soit, je dirais, porteuse de standards de qualité et de protection des libertés très élevés, en accord avec non seulement les exigences de la société, bien évidemment, et les exigences démocratiques d'une société moderne au XXIe siècle, mais également en concordance avec la jurisprudence, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme et un certain nombre d'autres jurisprudences issues des États membres. Et donc nous renforçons considérablement en créant des exceptions. Un article 5 a été entièrement réécrit dans la version travaillée par le Parlement européen et fixe très clairement que les journalistes et les lanceurs d'alerte bénéficient d'exceptions, d'exemptions, ne peuvent pas se voir appliquer les dispositions de la présente proposition de directive. Et dès l'article 1 de la directive, nous avons également très clairement écrit, et ça c'est le Parlement européen qui l'a fait, que la directive n'affecte en rien, avec référence à la Charte européenne des droits fondamentaux, ces libertés fondamentales que sont la liberté d'expression, la liberté d'information, la liberté des médias et le pluralisme des médias. Cela donc dans le but d'offrir une protection de haut niveau, je dirais, et conforme à des exigences qualitativement élevées. C'est donc la Commission des affaires juridiques qui, sur la base des avis votés par les deux autres commissions, marché intérieur et Industrie Recherche, a élaboré un projet de rapport que j'ai eu l'honneur de porter, qui a été adopté à une très large majorité transpartisane au sein de la Commission des affaires juridiques le 16 juin dernier, et c'est la même Commission des affaires juridiques qui m'a également donné mandat pour immédiatement, au nom de la Commission des affaires juridiques, entamer le trilogue, entamer les négociations interinstitutionnelles avec le Conseil, négociations qui ont duré 6 mois et qui se sont conclues très précisément le 15 décembre de l'année dernière par un accord global
entre l'équipe de négociation du Parlement européen et l'équipe de négociation du Conseil de l'Union européenne, qui a, je dirais, pris à bord 100% des objectifs prioritaires, 100% des priorités établies de manière conjointe, collective, collégiale, les parties prenantes à l'équipe de négociation du Parlement européen, que j'avais l'honneur de conduire et dont ont été des acteurs moteurs, mais rapporteurs fictifs, les shadow rapporteurs du groupe socialiste et social-démocrate, du groupe libéral et des autres groupes. Et donc c'est conjointement que nous avons fixé nos priorités, celles qui concernaient donc la protection de la mobilité des travailleurs, très important. Il n'y avait rien initialement dans le texte proposé par la Commission européenne qui puisse clairement acter que la détention d'un secret d'affaires, entre guillemets, d'un savoir-faire professionnel ne saurait en rien entraver, faire obstacle au parcours professionnel d'un travailleur européen, ne saurait en rien faire obstacle à son droit à la mobilité. Nous l'avons introduit, écrit très précisément, et également, donc, nous avons considérablement, c'était la deuxième forte priorité, ligne rouge dans les négociations avec le Conseil, et nous avons bataillé fermement, croyez-moi, pour cela, avec les représentants du Conseil de l'Union, la garantie et la protection renforcée pour, les journalistes, deux, les lanceurs d'alerte, qui sont donc, si l'on en regarde très précisément les dispositions écrites noir sur blanc et dans l'article 1 et dans l'article 5, exonérés, exemptés, bénéficiaires d'exception quant à l'application des dispositions de la présente directive. Et nous avons également étoffé, je dirais, les nombreux considérants pour qu'il y ait un vrai éclairage qui soit donné quant à la volonté du législateur, qui est sans embâche, la volonté de trouver ce juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de protéger nos entreprises européennes contre l'espionnage économique et industriel, véritable fléau, le pillage de nos découvertes, de nos innovations, de nos savoir-faire n'est pas une chimère, c'est la réalité économique et commerciale dans laquelle se trouvent plongées nos entreprises. Juste équilibre entre donc cette volonté de protéger nos entreprises du pillage, de l'espionnage et volonté de permettre, dans le cadre de la circulation des connaissances et des informations, bien sûr, qui est la marque de fabrique, qui doit être en tout cas la marque de fabrique de notre économie du XXe siècle, permettre que soient garanties les libertés d'information et d'expression. Nous allons donc, sur la base de l'accord conclu en trilogue et qui a été validé, adopté à une écrasante majorité par la Commission des affaires juridiques le 28 janvier dernier. Sur 25 députés européens présents ce jour-là en Commission des affaires juridiques, 20 ont voté pour, ce qui est une majorité au contour très large. Nous allons donc débattre ce soir, à la fin de la journée, dans l'hémicycle et soumettre au vote de nos collègues ce projet d'accord conclu en trilogue à la fin de l'année dernière. Voilà ce que j'avais voulu vous dire à ce stade. Et bien évidemment, maintenant, je me livre volontiers au jeu des questions-réponses. Merci de votre attention. Now there's time for a question. Please don't forget to state your name and media. Oui, bonjour Alberto Argenzo, agence italienne ANSA. Il y a la votation demain. Quel groupe politique vous soutient? Deuxième question, vous parlez d'avoir augmenté considérablement les standards des droits fondamentaux. Je me demande alors pourquoi il y a plein d'associations de journalistes et des autres ONG qui disent qu'il n'y a absolument pas, qu'elles ne sont pas vraies, qu'effectivement il y a un pas arrière sur la possibilité pour les journalistes et pour les whistleblowers de se défendre. Et troisième question liée à ça, je ne me la rappelle pas, donc je me rappellerai la troisième question, je la dirai. Désolé. Alors, les groupes politiques qui se sont exprimés en faveur du texte issu des négociations, encore une fois victorieuses, du point de vue du Parlement européen, du trilogue, sont, outre mon groupe politique, bien sûr, le groupe PPE, qui m'a fait confiance sur ce dossier, le groupe socialiste et social-démocrate, dont les membres de la commission des affaires juridiques ont voté pour le texte du trilogue, à commencer par le shadow rapporteur du groupe socialiste et social-démocrate Sergio Cofferati, le groupe libéral et le groupe ECR.
voilà en bloc les groupes qui soutiennent ce texte, sachant qu'après il y a eu quelques individuels. Le groupe Vert n'a pas souhaité soutenir ce texte et a voté contre, aussi bien contre mon rapport le 16 juin dernier que contre l'accord issu du trilogue le 28 janvier dernier, tout en reconnaissant, y compris publiquement, que des pas en avant considérables avaient été franchis et que mon implication personnelle en matière d'amélioration du texte devait être reconnue. Mais le groupe des Verts ne soutient pas la démarche majoritaire, très largement majoritaire, encore une fois, de la Commission des affaires juridiques et des autres commissions en la matière. S'agissant de ce que disent un certain nombre d'organismes, d'associations, de représentants de mouvements divers, moi je ne peux que, je dirais, en honnête homme, si vous me permettez cette expression, ou en honnête femme, renvoyer à la lecture exhaustive et un tant soit peu honnête de l'intégralité du texte sur lequel nous avons travaillé les uns et les autres et sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Texte qui a été reconnu, salué dans des communiqué de presse tout à fait, je dirais, positif après le vote du 28 janvier de la part des principaux groupes impliqués dans la construction de l'accord, mais de la part également, par exemple, de la Fédération européenne des journalistes. Une lecture honnête et exhaustive, encore une fois, et de l'article 1 et de l'article 5 dédié aux exceptions fait clairement apparaître que la protection du secret d'affaires n'est pas absolue. Encore une fois, le secret d'affaires n'est pas un droit de la propriété intellectuelle. Il ne confère aucun droit permanent et il ne confère aucune protection absolue. Et il est clairement écrit que les journalistes et les lanceurs d'alerte sont exclus de l'application des dispositions. Nous l'avons écrit noir sur blanc en parfaite concordance, encore une fois, avec les exigences qui ont été exprimées par un certain nombre d'acteurs. Nous avons entendu des messages, nous avons entendu que dans la formulation initiale utilisée par la Commission européenne dans sa proposition de directive, il y avait quelques ambiguïtés sémantiques, notamment s'agissant de l'exercice légitime du métier de journaliste, qui pouvaient prêter à confusion, qui étaient de nature anxiogène, qui pouvaient prêter encore une fois à ceux qui inscrits de manière réelle, sans ambiguïté aucune. Si on lit de manière honnête, je dirais objective, on reconnaît que et la lettre et l'esprit sont à exempter les journalistes quand ils exercent leur activité de journaliste et les lanceurs d'alerte quand ils sont dans le cadre de l'exercice d'une mission de lanceur d'alerte du champ d'application de la directive. Donc les inquiétudes, les émois qui continuent à se faire jour participent peut-être d'autres stratégies que celle que de contribuer à, je dirais, pas à pas, en honnête homme et honnête femme, paver le chemin vers une meilleure protection des savoir-faire, outre know-how professionnels de nos entreprises, qui sont quand même le trésor, qui sont vitaux pour notre innovation et notre compétitivité. Oui. Jean-Jacques Régibier, l'Humanité. Ce qu'on a du mal à comprendre, ce qu'ont du mal à comprendre les personnes dont parlait mon collègue tout à l'heure, donc ONG, syndicats, journalistes, etc., c'est au fond à quel besoin répond cette directive. Est-ce que le secret industriel n'était pas assez protégé? Est-ce que ces deux aspects qu'il y a au cœur de votre directive, à savoir d'un côté la protection du secret industriel et de l'autre côté la protection des lanceurs d'alerte, j'allais dire mais pourquoi ils se retrouvent dans une même directive ces deux choses-là? Et permettez-moi cette remarque personnelle qui n'a rien, qui est tout à fait objective. Je vous sens sincèrement gêné dans votre manière de présenter les choses.
un petit peu ambigu par rapport à tout ça. Quel était est-ce que à la base de tout ça, c'était réellement que vous considériez que les entreprises, les secrets, le secret industriel n'était pas assez protégé? Est-ce que c'est ça le motif? Parce que le motif, c'est ça la question qu'on se pose. Vous savez très bien, effectivement, que les ONG, des syndicats, des associations de journalistes, c'est-à-dire une grande partie de la société civile, sont contre cette directive. Alors, je l'ai dit en préambule de notre rencontre, dans une présentation que le service de presse du Parlement européen a souhaité me faire démarrer à 11 heures pétantes, puisque notre rencontre a la chance d'être diffusée sur Internet, d'être web-streamée, et donc je vais peut-être répéter un certain nombre de choses que toutes celles et tous ceux qui sont présents ici n'ont pas entendues. L'objectif de la directive, qui n'est pas ma directive, qui, à ce stade, est un projet de directive, comme vous le savez, initié par la Commission européenne et envoyé sur la table du Parlement européen et sur la table du Conseil, sur laquelle donc nous avons essayé honnêtement et de manière sincère et utile travailler, et d'offrir un socle juridique commun, des règles communes européennes harmonisées, aussi harmonisées que possible, en matière de définition et de protection des secrets d'affaires, partant du constat qu'il y a à l'heure actuelle, en vertu des accords internationaux auxquels je faisais référence tout à l'heure, l'accord ATPIC adossé à l'accord de Marrakech de 1995 créant l'Organisation mondiale du commerce, une véritable fragmentation juridique, une disparité, une hétérogénéité, une véritable mosaïque de législation nationale très différentes, souvent insatisfaisantes, apportant des définitions ou des garanties qui sont difficilement comparables, dans certains cas des protections extrêmement sévères, dans d'autres des trous dans la raquette. Il y a 1 ou 2 pays qui ont des législations ad hoc. Il y a la plupart des pays européens qui n'ont pas de législation ad hoc, mais qui réfèrent à des dispositions en matière de lutte contre la concurrence déloyale et pratiques commerciales malhonnêtes, qui réfèrent quelquefois à leurs droits, leur législation en matière de protection de la propriété intellectuelle et en matière de protection des DPI, alors que le secret d'affaires, je l'ai dit également en préalable tout à l'heure, n'est pas un nouveau DPI, c'est autre chose, même si ça participe de ce patrimoine immatériel. Donc l'idée, c'était, dans le cadre d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur, puisque la base juridique de la proposition de directive mise sur la table par la Commission européenne, c'est l'article 114 du traité pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur, c'est essayer d'unifier, d'harmoniser et d'avoir des règles communes pour offrir un socle juridique commun, le même environnement, de même que Michel Barnier, qui fut donc le commissaire en charge du marché intérieur, qui a porté cette proposition initiale de directive, avait bataillé et obtenu un brevet unitaire européen. Il a souhaité porter le projet d'avoir une protection uniforme, si possible, encore une fois, dans le cadre du marché intérieur, du savoir-faire professionnel, du business information. Alors pourquoi le sujet des lanceurs d'alerte et des journalistes vient dans la directive? Beaucoup parce que il a fallu, bien sûr, d'emblée, dès les travaux initiaux, la proposition de directive telle qu'écrite par la Commission européenne, prévoir des exceptions, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en préalable, il ne s'agit pas de créer un droit de la propriété intellectuelle, et le secret d'affaires n'est pas une protection absolue, ce n'est pas une protection éternelle. Un secret d'affaires, la plupart du temps, n'a pas vocation à rester secret d'affaires pendant des décennies et des décennies. C'est souvent, on le sait, quand on s'intéresse de près au processus d'innovation et de recherche, une étape qui précède, par exemple, le processus de brevetabilité et ensuite de déclenchement d'un brevet, que ce soit un brevet national ou un brevet européen. En gros, par exemple, tout brevet, tout DPI a souvent commencé dans des étapes de recherche en amont par une période où on travaillait sur des choses confidentielles qu'on a voulu le temps qu'on y travaille, protégée et considérée comme confidentielle et donc secrète et protégée. Donc le secret d'affaires n'est pas une protection absolue, n'est pas une protection éternelle, et donc se pose bien sûr la question, et ça s'était posé au rédacteur de la proposition initiale, des exceptions à la faculté de protéger des divulgations, appropriations et utilisations illicites ce secret d'affaires. Et donc, dans le texte initial de la proposition de directive, il y avait déjà un article qui était dédié aux exceptions pour les journalistes et les lanceurs d'alerte. C'était dans le corps législatif, le corps même du texte législatif sur lequel nous avions travaillé, ce qui fait que d'emblée, beaucoup d'acteurs et
représentants de la société civile, comme vous le dites, se sont intéressés à ce texte et de manière tout à fait légitime et nous ont fait part des insatisfactions, des inquiétudes qu'ils avaient quant à la rédaction de cet article initial qu'ils jugeaient peu satisfaisante. Et donc nous l'avons retravaillé. Et maintenant, effectivement, le débat a pris la tournure que vous connaissez, mais c'est parce que dès le départ, il y avait dans le texte une liste des exceptions, des dérogations, des exemptions qui étaient listées dans l'article 4 initial, qui est devenu maintenant l'article 5. Et nous avons essayé, encore une fois, en hommes et femmes de bonne volonté, ici au Parlement européen, dans les 3 commissions saisies pour avis, de renforcer les garanties, parce que ça nous a semblé effectivement être indispensable. L'idée, ça n'est pas de verrouiller et d'empêcher la circulation des informations et des connaissances. De même que nous avons préservé, c'est un peu technique, pardonnez-moi, mais ce qu'on appelle l'ingénierie inverse, il peut y avoir, dans le cadre du jeu concurrentiel normal, honnête, conforme aux pratiques concurrentielles et commerciales honnêtes, je dirais correctes, il peut y avoir de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire qu'on peut découvrir, un concurrent peut découvrir quelque chose et s'approprier un certain nombre de connaissances et de savoir-faire par le biais de ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. Il peut y avoir d'autres cas sur lesquels il faut considérer que l'appropriation, l'utilisation, la divulgation ne sont pas déclencheurs de mesures de réparation, ne sont pas déclencheurs de sanctions. Et donc ça a été listé très précisément. La directive liste les comportements illicites et les comportements licites. Les comportements licites, c'est par exemple l'ingénierie inverse et c'est bien sûr également les exceptions pour les journalistes et les lanceurs d'alerte. Bernard Veil de France Télévisions. Je pense qu'on tourne toujours autour de la même question sur le secret des affaires, légalité et moralité. On a encore l'exemple avec les papiers de Panama. On va essayer de parler en français. J'ai sous les yeux un courrier qui a été envoyé par M. Delcourt aux eurodéputés. Antoine Delcourt, si ma mémoire est bonne, passe au tribunal à Luxembourg fin avril, le 25 ou le 26 avril, avec le journaliste à qui il a fourni des renseignements. Édouard Perrin. Visiblement, M. Delcourt n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous, puisqu'il est quand même directement concerné, puisqu'il fait partie vraiment des lanceurs d'alerte. Sans Delcourt, il n'y a pas de dossier LuxLeaks, il n'y a pas d'information du public. Mais M. Delcourt, effectivement, il n'est pas aujourd'hui dans la légalité. Quand M. Delcourt dit aux eurodéputés « méfiez-vous de ce texte, regardez-le à 2 fois avant de le voter », qu'est-ce que vous lui répondrez ? Alors, tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir pris connaissance de la lettre de M. Delcourt, mais je n'en ai pas été destinataire, ou alors elle n'est pas encore arrivée sur mon bureau ou dans ma boîte mail. Très franchement, je n'en ai pas encore pris connaissance et c'est vous qui m'apprenez. Alors, il faut savoir que l'affaire LuxLeaks, on ne va pas en faire des tonnes et des tonnes, mais elle a abouti finalement à la mise en examen d'un lanceur d'alerte et d'un journaliste, tous les deux français si je ne m'abuse, en vertu de l'application de l'actuel droit luxembourgeois en matière de protection des secrets commerciaux. Dispositions législatives luxembourgeoises qui sont extrêmement sévères et qui n'ont pas prévu la moindre dérogation, la moindre exception, n'ont pas un mot pour la protection de la liberté d'information du public, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Donc c'est en application de l'actuel droit luxembourgeois que la justice luxembourgeoise a cru bon de mettre en examen deux personnes pour violation du secret commercial. J'ai la faiblesse de penser, et je ne suis pas la seule, ça a été dit par beaucoup de juristes, ça a été dit encore publiquement il y a quelques jours par une collègue française, membre de la commission des affaires juridiques, qui n'appartient pas au même groupe que moi, je peux la citer parce qu'elle a dit tout à fait publiquement, ça a été repris, que si c'était les dispositions actuelles de la présente directive qui, une fois transposée dans le droit luxembourgeois, était devenue le droit luxembourgeois, il n'y aurait pas eu la moindre
le moindre prémisse de tentative, de possibilité d'envisager la mise en examen du lanceur d'alerte et du journaliste, en l'occurrence ces deux personnalités-là, puisque bien évidemment, dans ce cas-là, si, encore une fois, la directive européenne s'était appliquée, on aurait été dans le cadre du champ de l'article 5, on aurait été dans le cadre du champ de l'exception pour un journaliste qui exerce son activité de journaliste et pour un lanceur d'alerte de la mission de lanceur d'alerte et de protection de l'intérêt général. Ce sont exactement, par exemple, s'agissant des lanceurs d'alerte et de la protection de leur activité de lanceurs d'alerte lorsqu'ils sont dans le cadre d'une mission de protection de l'intérêt général, les mots, les concepts employés par le Conseil d'État en France qui, vous le savez, vient de remettre à Matignon un rapport appelant à protéger les lanceurs d'alerte. Donc si, en accord, encore une fois, avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., sur la base de laquelle, bien évidemment, nous avons également travaillé. Donc si le droit luxembourgeois avait été impacté et avait vu la transposition de la directive européenne, il n'y aurait pas eu, et j'en suis convaincu, et nous sommes nombreux à en être convaincus, de possibilité de mise en examen du journaliste et du lanceur d'alerte. C'est une conviction que nous sommes nombreux à partager et pour laquelle nous pensons justement qu'une directive européenne unifiant les pratiques et les concepts et offrant un haut niveau de garantie est hautement souhaitable parce qu'elle va obliger un certain nombre d'États membres à effectivement introduire dans la législation ou à modifier substantiellement leur législation. Ça sera le cas si la directive est adoptée du Grand-Duché du Luxembourg. Maintenant, il faudra que je prenne connaissance en détail des termes de la lettre de M. Deltour. Now there's time to finish the conference. If we have time for one very quick question. Okay? Monsieur, c'était prononcé. Oui. Hugo Audouin pour LCI Radio Classique. Petite question. Le groupe socialiste, qu'on sent assez embarrassé sur cette question, a demandé à la Commission un texte pour justement rassurer les journalistes et les lanceurs d'alerte, justement de protection des lanceurs d'alerte et des journalistes. Apparemment, M. Juncker est en train de faire rechercher une base juridique pour proposer ce texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche du groupe socialiste? Et si oui, pourquoi ne pas attendre d'un engagement éventuel de la Commission pour statuer sur ce texte, puisque ça rassurerait a priori tous ceux qui sont inquiets? Alors, il y a une démarche, au départ, je crois, du groupe Vert, peut-être qu'elle est prise maintenant un peu à la dernière minute, je dirais de manière précipitée, en route par le groupe socialiste, de demande effectivement de texte d'initiative de la part de la Commission européenne. J'y suis, à titre personnel, je n'ai pas encore eu l'occasion, très franchement, d'en parler à l'ensemble des membres de mon groupe PPE, mais j'en ai déjà parlé au sein de la délégation française, et notamment avec le président de la commission spéciale taxe, Alain Lamassoure, j'y suis tout à fait favorable. Nous avons voté en novembre de l'année dernière, à une écrasante majorité, le rapport de la commission spéciale taxe, présidé donc encore une fois par mon excellent collègue Alain Lamassoure, qui proposait dans un certain nombre de paragraphes, je ne sais plus si c'était 153 et 154, excusez-moi, j'ai plus ça en tête, ou 143 et 144, qui proposait, qui demandait qu'un cadre réglementaire soit proposé, soit présenté, qui assure la protection des lanceurs d'alerte au plan européen, etc. Et aussi bien Alain Lamassoure que moi-même, que beaucoup d'autres, nous avons bien sûr appelé à cela, encore une fois, dès novembre. Et je suis tout à fait intéressée, dans la droite ligne du rapport qu'a présenté le Conseil d'État en France, de l'amorce de dispositions législatives qui sont présentées dans le projet de loi Sapin 2. Bon, tout ça, c'est national, mais on voit bien que le moment est venu, en effet, de réfléchir, encore une fois, entre hommes et femmes de bonne volonté, à l'opportunité d'avoir un cadre réglementaire européen adéquat, qui, encore une fois, tant qu'à faire, permettent d'avoir des protections unifiées, de bonne qualité et surtout, encore une fois, d'assurer une certaine cohérence juridique à l'intérieur de l'espace européen. On essaie quand même d'harmoniser le plus possible un certain nombre de grands dispositifs. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant se dire on attend d'avoir clé en main le projet de directive de la Commission européenne? Moi, je ne suis pas sur cette longueur d'onde-là. Je ne pense pas qu'il faille, sous-estimer l'intérêt d'avancer quand même pas à pas, de ne pas diluer, délayer infiniment les choses. On a énormément travaillé, énormément modifié les uns et les autres, encore une fois de manière très transpartisane, le projet initial de directive sur le secret d'affaires. Je pense que
le travail maintenant est arrivé à un point de maturation et d'équilibre qui, encore une fois, a été jugé par de très nombreux groupes politiques comme satisfaisant, équilibré. C'est en réalité, c'est la première fois que dans un texte législatif européen, pas uniquement dans des rapports votés après des travaux de commissions spéciales ou autres, tous très très intéressants, ça va de soi, mais ou dans des résolutions ou dans des déclarations écrites, tout ça, c'est la première fois que dans un texte législatif européen, on propose des dispositions législatives qui concernent les lanceurs d'alerte et qui vont dans le sens de la protection de leur mission, de leur activité de lanceurs d'alerte. Donc je pense que c'est une opportunité, une chance à saisir. Ça permet de paver le chemin, de montrer le chemin et de scander le travail. On sait que avoir un texte réglementaire européen peut nécessiter un petit peu de temps de travail. On le sait tous, le temps d'élaboration d'un projet, le temps d'adoption du projet par le collège des commissaires, etc., etc. Tout cela peut nécessiter un petit peu de temps. Nous avons en réalité depuis novembre 2013 un texte sur la table qui contient maintenant, à la suite du travail du Parlement européen, encore une fois reconnu par beaucoup d'acteurs et d'interlocuteurs, des dispositions protectrices des lanceurs d'alerte. C'est la première pierre, c'est la première opportunité, c'est le premier texte législatif, encore une fois, saisissons-en l'opportunité et ne nous perdons pas en manœuvres de diversion, je dirais. Mais effectivement, j'appelle moi aussi, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de me livrer à une expertise juridique approfondie et de voir exactement, je sais que le groupe Vert, Pascal Durand m'en a parlé, a travaillé un texte qui pourrait être un texte de directive. Voilà, je suis tout à fait déterminée à regarder de très près. Un certain nombre de commissions parlementaires ont travaillé sur la base d'un rapport d'initiative qui est en train de sortir, je crois, de la commission du contrôle budgétaire sur lequel d'autres commissions sont saisies pour avis, dont la commission des affaires constitutionnelles, à laquelle j'ai également le bonheur d'appartenir. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives qui se mettent très sérieusement en place, y compris à l'initiative du Parlement européen. Donc avançons étape par étape et ne nous emmêlons pas les pinceaux, je dirais, en faisant trébucher les uns et les autres. Saisissons toutes les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Merci. Thank you. Our time is up. Thank you very much for coming.